Donc voilà, qui tu es, ce que tu fais, et peut-être très rapidement une définition des métiers transverses. Ce que c'est que pour toi les métiers transverses dans le jeu vidéo. Bonjour, écoutez, je suis Carole Faure, je suis responsable de l'axe jeux vidéo à l'Institut de l'Internet et du Multimédia, et aussi du MBA Video Game Management qui existe maintenant depuis 5 ans et qui forme plutôt des gens au management international dans le jeu vidéo. Voilà, qu'est-ce que sont les métiers transverses? Alors jusqu'ici, on parlait de métiers transverses, le community management, le QA, la monétisation, des métiers qui étaient autour de la production d'un jeu. Mais sont-ils toujours transverses? C'est un peu, je retourne la question. Peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, la monétisation, elle fait partie du game design. Je pense que vous avez une table ronde sur le game design, et je pense que c'est très important. D'autres le citeront peut-être mieux, mais le community management, souvent, il naît avec le jeu. Le chef de produit marketing, il est en amont d'un jeu aussi. Enfin, donc, est-ce que ce sont toujours des métiers transverses? Peut-être pas. On se posera les questions, en tout cas. Alors bonjour à tous, moi c'est Nicolas Cheng, je suis actuellement testeur chez Focus Home Interactive, j'ai 22 ans et je suis ancien étudiant de l'école qui s'appelle ICANN en option Game Design. Donc je vous éclairerai tout à l'heure sur ce que c'est vraiment testeur et surtout au sein d'un éditeur. Merci, il devrait y avoir suffisamment de micro. Donc bonjour, moi je m'appelle Sandra, je suis community manager pour Focus Home Interactive. Donc voilà, c'est un éditeur de jeux vidéo et donc moi je représente à la fois la société auprès des joueurs. Mon métier c'est vraiment de communiquer sur nos jeux, sur les réseaux sociaux, sur les forums et aussi de faire remonter les attentes des joueurs aux développeurs, à mes collègues pour améliorer tout ça. Voilà. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Camille, je suis responsable marketing chez Cyanide. Alors, Cyanide, c'est un développeur de jeux vidéo à Paris. Donc en fait, en tant que responsable marketing, je touche un peu à tous les métiers du marketing, forcément. Donc ça va du community management aux relations presse, à la monétisation, à plein de choses, quoi. Avec Cyanide qui a un format particulier, parce qu'à la base c'est un studio. Voilà, donc Cyanide devient petit à petit éditeur aussi. Tout à fait, donc à la base il n'y a pas forcément de marketing chez Cyanide, puisqu'on travaille avec Focus qui s'occupe de notre marketing. Mais depuis quelques années on essaie aussi d'auto-éditer nos jeux, et du coup c'est pour ça que je suis là, pour s'occuper de la communication et du marketing de nos jeux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Edwin Repers, je suis assistant chef produit au sein d'une équipe marketing à Hanuman Interactive, qui est un éditeur de jeux mobiles et PC. Ok, donc on va reprendre par toi. Alors, en quoi est-ce que c'est un métier transverse? Est-ce que tu penses que c'est un métier transverse? Et est-ce que aujourd'hui le métier de chef de produit et assistant chef de produit, c'est quelque chose qui est totalement à part de la vie du jeu vidéo, ou au contraire est-ce que ça peut influencer et faire évoluer le jeu lui-même? Alors non, je rejoins Carole Faure là-dessus. L'aspect vraiment chef produit, je pense que c'est de moins en moins transverse, dans le sens où la monétisation prend vraiment une énorme place, même de plus en plus de place dans le jeu vidéo. Donc comme la vraie problématique quand on est chef produit, c'est est-ce que une des vraies problématiques, c'est est-ce que le jeu est bien monétisé, est-ce que ça donne, comment donner envie aux joueurs d'acheter. Est-ce que le chef de produit, entre autres, participe à cette problématique justement de la monétisation? Est-ce qu'il va influer sur les mécaniques de monétisation? Alors, je parle du chef de produit, pas du... Oui. Alors, pour ma part, en tout cas, chez Hanuman, on doit, en plus du suivi de production qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire du test QA et des choses comme ça, c'est avec vraiment tout cet aspect suivi de production qu'on prend en place au sein de cette production, en fait, et qu'on établit finalement le game design. Le chef de produit participe à la production, donc fait du test indirectement, c'est-à-dire que c'est lui qui, du côté éditeur, c'est lui qui reçoit la dernière version en cours du jeu.
Et c'est à lui aussi de vérifier du coup comment le jeu, enfin si le jeu tourne correctement, entre autres, s'il est bien monétisé, est-ce qu'il correspond aux attentes qui ont été fixées jusque-là. D'accord, donc le chef de produit a aussi un rôle un peu de producer, comme on l'a vu tout à l'heure. Indirectement, oui. C'est une autre vérification après que la version a été faite en fait. D'accord, donc il travaille avec le producer. Non, c'est pas super clair. Désolé. Donc il travaille avec le producer. Directement avec le producteur, oui. D'accord. Et donc effectivement, il va pouvoir influer et reporter les tests qu'il a fait sur le jeu et que ça retourne tout ça au niveau du studio. C'est ça. D'accord. Donc ça peut être le rôle du chef de produit en amont sur la création du produit. C'est ça. D'accord. Le marketing ? Oui. Non, mais vous en avez deux là en fait. Vas-y. Oui, le marketing. Le marketing, je pense que ça reste transverse dans le sens où moi, par exemple, je vais toucher à plusieurs projets, donc je vais travailler sur plusieurs jeux différents. Donc je suis pas attachée à un projet comme peut l'être par exemple un chef de produit ou un game designer. Par contre, là où je rejoins les autres, c'est que je dirais que aujourd'hui le responsable marketing il doit être impliqué dans la phase de développement dès le début du développement parce que beaucoup d'actions marketing vont être menées en fonction de ce que contient le jeu, de ce qu'est le jeu. Et même parfois, il y a des choses dans le jeu qui vont être développées exprès pour les actions marketing. Par exemple, le fait de relier son compte Facebook au jeu, qu'après on puisse faire des jeux sur Facebook, etc. Donc moi j'ai la chance de travailler dans un studio, donc de pouvoir être dès le départ de la conception du jeu, pouvoir déjà commencer à réfléchir à ce que je vais faire pour vendre le jeu par rapport à la cible, aux différentes actions que je vais pouvoir faire. Donc je dirais que oui, aujourd'hui il y a une réelle implication. T'as des réunions avec les créatifs au moment de la conception ? Même avant qu'on ait décidé de faire un jeu. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est que je vois le chef de projet du jeu et on réfléchit déjà si on se fait ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le vendre, pour atteindre notre cible. En fait, c'est presque un game design du marketing. On doit aussi réfléchir à des choses pour intervenir vendre au le niveau jeu. du game design. En gros, c'est ce que tu dis. C'est que disons que en même temps, c'est tu de vas plus en apporter plus un autre savoir. Enfin, tu vas apporter une autre compétence. Déjà, en fait, le responsable marketing est censé aussi dire, ce jeu-là, il a des chances de marcher parce que aujourd'hui, c'est très tendance ou, il étudie le marché. Donc, il va aussi guider les développeurs sur qu'est-ce qui se fait, quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'il peut donner des idées. Et puis c'est important pour le responsable marketing aussi d'avoir un retour de l'équipe du jeu pour savoir ce que c'est que le jeu, parce que quand on le fait pas, il faut bien qu'on sache ce qui va se faire, quoi. Donc c'est un travail à mener vraiment de concert entre les équipes de développement et les équipes marketing. Et donc tu vas intervenir tout au long de la création du jeu. Tout à fait. En fait, moi j'assiste à toutes les réunions de projet toutes les semaines pour savoir comment le jeu évolue, pour savoir si mon discours il est toujours cohérent en termes de communication sur ce qu'est le jeu, parce que un jeu au début de son développement, il va pas forcément du tout ressembler à ce qu'il devait être à la fin. Donc il faut savoir s'adapter. Et, voilà. Donc c'est important d'être là dès le début. Merci. Community management. Est-ce que le community manager est là aussi dès le début, ou est-ce qu'il intervient un peu plus tard? Moi, j'essaie d'être... community manager. Voilà. Faites attention. Non, moi, j'essaye d'être là dès le début, mais moi, je suis plus en demande en fait de contenu pour pouvoir essayer de diffuser les premières infos en fait et de pouvoir créer des communautés autour d'un jeu. Et donc le jeu se développe, mais dès qu'il y a les premiers assets, s'il y a des graphes ou des premiers screenshots qu'on peut prendre, même si c'est pas la version définitive et que ça peut paraître encore un peu brouillon, souvent les joueurs apprécient ce genre de contenu, ils apprécient de faire partie de l'aventure. Donc pour moi, c'est vraiment, j'essaye d'être très présente à ce niveau-là, de pouvoir récupérer un maximum de contenu pour leur diffuser, pour avoir leur premier retour. Et dire éventuellement on travaille sur en ce moment je travaille sur un jeu de guerre, de stratégie militaire, et les joueurs attendent certaines choses de ce jeu. Il n'est pas encore sorti, il va sortir l'année prochaine, mais moi en diffusant un petit peu de contenu à la communauté, ça me permet de dire après aux développeurs et aux producteurs chez nous, il y a par exemple cette attente qui remonte, il y a vraiment beaucoup de demandes pour avoir telle feature dans le jeu.
je pense que c'est important parce que voilà, c'est pas juste 2 personnes qui demandent, mais c'est 300. Donc voilà, comment on peut mettre ça en place, etc. Donc je pense qu'on est nous de plus en plus investis auprès de la production. On essaie en tout cas de faire remonter un maximum d'infos. En fait, t'es à la fois une espèce t'es la petite souris qui va fureter un petit peu dans le studio, essayer de gratter des infos et partager tout ça avec tes copains les joueurs. Je caricature, mais c'est ça. Ouais. Tu leur ramènes des trucs, et les mecs, je vous ai trouvé un screenshot, etc., etc. Et en même temps, les joueurs, du coup, te livrent leurs opinions en disant ouais, ça c'est génial ou ça je vois pas l'intérêt. Et donc du coup, toi, tu peux en même temps ramener un peu l'opinion des joueurs dans le studio. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que, enfin, le community manager aujourd'hui, il a vraiment une place un petit peu au milieu. Il est là pour donner de l'information et faire passer une certaine information auprès des joueurs que des fois ils n'ont pas forcément envie d'entendre parce que voilà, le jeu sera comme ça et ça a été décidé. Et il sortira pas cette année. Et ou voilà, il est décalé ou ce genre de choses. Mais il est là aussi pour faire remonter les attentes des joueurs et faire justement que le jeu puisse avoir toutes les features nécessaires pour qu'il se vende bien, pour qu'il soit bien placé, etc. Donc oui, j'essaye d'être un petit peu partout et je harcèle les développeurs pour avoir du contenu et des infos exclusives. Et les game designers et les développeurs t'écoutent? Ça dépend. Non, en vrai, j'ai de la chance. Les studios avec lesquels je travaille me donnent des infos, donc c'est cool. Ouais, mais est-ce que toi, les infos que tu leur donnes, est-ce que ils t'écoutent toi? C'est quand c'est pris à temps, ouais, des fois. Souvent, c'est possible d'apporter certaines modifications, mais des fois, il y a des joueurs qui disent on aurait voulu avoir telle chose, sauf que quand le jeu sort dans 2 mois. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, ça pourra faire l'objet éventuellement d'un patch ou ce genre de choses ou d'un DLC, mais ce sera pas intégré directement. Mais d'où l'intérêt d'intervenir le plus tôt possible. Ouais. Voilà. Et a posteriori, effectivement, tu vas continuer à travailler avec la communauté. Il y a un intérêt pour des numéros 2, pour des suites, pour des DLC justement, à être vraiment à l'écoute de sa communauté, en plus effectivement de vouloir augmenter les ventes, parce que c'est ça aussi l'objectif. Mais est-ce que même a posteriori, la communauté peut impacter sur les choix que va faire l'éditeur, le studio, sur un numéro 2 ou sur des DLC suivantes? C'est possible dans le sens où moi, par exemple, dans mon travail, j'essaye de créer des rapports régulièrement pour remonter toutes ces infos et de dire voilà, il y a un jeu qui est sorti l'an dernier qui était comme ça. La communauté a vraiment, par exemple, apprécié le système de combat. On sait qu'il va y avoir un 2, donc voilà, je pense qu'on doit garder ce système de combat, ou alors la communauté n'a pas aimé, ou elle préférait, je sais pas, un monde plus ouvert, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir tous ces retours de la communauté et de les transmettre aux personnes concernées, parce que voilà, dans tous les cas, s'il y a une suite, s'il y a un DLC, s'il y a du nouveau contenu, le but c'est vraiment de faire en sorte que le jeu soit le mieux représenté et voilà. Ok, le test. Alors, en tant que testeur chez Focus, il faut savoir que déjà, on est chez un éditeur. Donc, en fait, nous créons un pont entre justement tous les autres métiers, comme justement community manager, et en même temps avec les studios de développement. Donc, si vous préférez, nous, on est entre guillemets, d'une certaine manière, un des piliers d'un développement de jeu, parce qu'en fait, on est entre guillemets les rats de laboratoire où justement on teste vraiment différentes choses pour faire de sorte à ce que le jeu donne vraiment l'expérience voulue en fait. Et donc nous travaillons généralement dans l'ombre, on va dire. Mis à part ça, en fait, nous on complète beaucoup. Donc comme a dit Sandra, le fait que les joueurs il remonte donc divers problèmes. Nous, c'est exactement pareil. On remonte des problèmes des jeux. Donc, généralement, on appelle ça du bug report. Donc, on reporte des problèmes directement aux développeurs, et c'est à eux de en fait trouver des solutions pour justement améliorer en fait le jeu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de bon? Donc en fait, le rôle du testeur, à l'instar un peu du community manager, c'est le community manager va remonter des informations plutôt de la cible, le testeur va plutôt remonter des informations et guider plutôt avec l'œil de l'éditeur. Oui, et voilà, de rester un petit peu focus, sans mauvais jeu de mots, sur ce
qui avait été défini au départ et de faire attention à ce que peut-être le studio s'égare pas trop ou modifie pas trop, ce qui va permettre aussi au marketing de faire ce qui avait été prévu. Oui, voilà, en gros c'est un peu ça. Ouais. Nous, en tant que testeurs, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que on se focalise vraiment sur tout ce qui est bug et tout, mais on peut également apporter en fait des petites informations comme des rapports ergonomiques. Oui, parce qu'il y a, précisons-le, il y a deux types de tests. Oui, voilà. Il y a du test de bug et il y a du test de gameplay. Oui, nous en fait on fait du test global, donc ça peut autant être gameplay que de bug, mais généralement on a on va dire un emploi du temps assez rigoureux qui permet de en fait justement par exemple un jour on va faire du bug et un autre jour on va faire quelque chose de plus précis, donc par exemple sur l'ergonomie, donc sur le gameplay, des trucs de genre. Donc d'accord, avec chaque fois donc il y a un objectif particulier voilà, dans le test. Exactement, et en fait ces objectifs sont donnés généralement par les producteurs ou bien le lead QA selon les tâches, et c'est pour ça que nous sommes vraiment on va dire l'intermédiaire entre le studio de développement et puis la production, donc l'éditeur. D'accord. Est-ce que c'est un métier d'avenir, testeur ? Est-ce que dans 20 ans tu seras toujours testeur ? Bah en fait dans 20 ans je sais pas trop, parce que moi personnellement j'aimerais être plutôt game designer, mais il faut savoir que au moins passer un moment de sa vie à être testeur, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses, on se rend pas compte que... C'est vous qui avez posé la question, non ? C'est ça, oui. Parce que tout à l'heure, il y avait une question qui disait, est-ce que justement, en faisant des études de game design et pour être game designer, est-ce que c'est pas intéressant de commencer en acceptant un boulot de testeur et Oui, mais complètement, parce qu'en fait, ça complète beaucoup les acquis qu'on a déjà en game design. Ça nous déjà, non seulement on va les mettre en pratique d'une certaine manière, parce que justement, comme je vous ai énoncé, on fait souvent des rapports sur justement tout ce qui est gameplay, et ergonomie, etc. Et du coup, non seulement on les met en pratique, mais en plus on peut acquérir de l'expérience en tant que testeur, à savoir comment fonctionne réellement justement le pôle. Parce qu'en fait, quand par exemple on sort d'une école de game design comme moi, on s'en rend pas compte qu'en fait il y a tout le background, c'est-à-dire justement les métiers comme testeur, community manager et tout, qui sont totalement liés. En tout cas dans le cas de Focus, c'est ça. Après, je pourrais pas vous expliquer davantage sur un studio de développement. Après, je pense que chaque entreprise, justement, a aussi, en fonction de sa taille, en fonction de son orientation, a des systèmes d'organisation qui sont peut-être spécifiques et différents. Mais effectivement, je pense que le fait d'être testeur, ça permet de commencer en étant entre guillemets un peu humble, et parce que c'est difficile de commencer en étant game designer tout de suite. Exactement, et en disant je vais faire le jeu. Dont je rêve en sortant de mon école. Et puis je pense aussi qu'on peut, si on fait ça, justement, on peut en fait finalement avoir des lacunes, parce que en tant que testeur, il y a quand même des critères qui sont importants. Il faut déjà être certes passionné par le jeu. D'autre part, il faut être super rigoureux, parce que justement, pour trouver des bugs, il faut vraiment être rigoureux sur chaque étape de test. Il faut être du coup également observateur. Et en même temps, il faut être créatif. Donc, en fait, au final, ça reprend un peu les mêmes, on va dire, les mêmes caractéristiques, compétences d'un game designer. Donc, au final, en fait, être testeur, c'est vraiment bien pour commencer, parce que ça complète justement, en tout cas, pour ceux qui sont en école de game design, donc ça complète bien, en fait, toutes les connaissances et tout. D'accord, merci. Carole, on revient à la question initiale. Transverse ou pas transverse ? Et l'évolution des métiers d'une manière générale au sein à la fois des studios, des éditeurs. Alors peut-être que pour les plus jeunes, on peut rappeler ce qui était un petit peu les métiers historiquement. Jusqu'ici, avant, il y a 10 ans, on mettait des jeux dans des boîtes. Donc, il y avait la création d'un côté, on arrêtait la création et ça passait au marketing et aux commerciaux. Et historiquement, les marketeurs, entre guillemets, disaient, bah oui, de toute façon, les développeurs, c'est que des poilus chevelus qui mangent des pizzas et qui sont toujours en retard. Et les développeurs disaient, ouais, mais les commerciaux, les marketeurs, c'est des mecs qui se baladent tout le temps, ils font rien, ils y connaissent rien aux jeux vidéo. Voilà. Donc ça, c'était avant. Et puis depuis le jeu web, on va dire, depuis une dizaine d'années, avec des sociétés comme Ankama, comme Oliant, eux, ils ne se sont pas posé la question, ils sont nés dans le web, ils sont nés avec le community management, ils sont nés avec la monétisation, ils sont nés avec le free-to-play. Donc eux, je pense que pour eux, ils connaissent même pas ce monde-là, enfin, ils se posent même pas la question. Donc eux, ils sont nés avec les métiers qui sont encore, c'est des métiers d'aujourd'hui, mais des métiers d'avenir. Voilà.
ils sont là, hein, c'est le community management, c'est aussi tout ce qui est data analytics, hein, ça c'est très très important, on a des besoins énormes dans le secteur. Rappelle ce que c'est que le data analyst ou le data analytics. Ou business analyst, donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de statistiques sur les jeux, c'est-à-dire il est capable à travers des outils statistiques de savoir exactement bien sûr le nombre de joueurs, le temps passé sur un jeu, mais des outils beaucoup plus fins, c'est à quel moment dans le jeu quelqu'un va bloquer, ou combien vont bloquer. Et la force de ces outils, c'est ensuite de revenir vers le community management et le game design et d'adapter le jeu pour que le jeu ne soit plus bloquant à un certain moment donné. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, il y a la monétisation. À quel moment les gens achètent, à quel moment les gens n'achètent plus. Enfin voilà, c'est des outils assez fins qui sont en plein développement aujourd'hui. On a beaucoup de sociétés qui se développent. Et une partie aujourd'hui, je pense, très très importante dans le devenir, c'est l'internationalisation de nos produits. Je pense que là, il y a un champ énorme, même sur des produits. On a l'impression, on fait un jeu, on va le mettre sur l'App Store, waouh, super, je vais être en vente partout, au Japon, aux États-Unis. Non, il y a toujours cet effort d'internationalisation, donc de recherche de partenariat, ce qu'on peut appeler peut-être le business development. Oui, ou ne serait-ce que prendre conscience aussi de ce qu'est le business aujourd'hui, parce que le problème c'est qu'il évolue tous les jours, il évolue tous les mois. Et effectivement, l'App Store, à ses débuts, quand on était sur l'App Store, on était dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a un App Store quasiment par pays qui est géré par des community managers, justement, aussi pays par pays. Donc c'est compliqué, il faut évoluer avec je pense qu'il y a un beau devenir pour ces métiers dans l'ensemble et qui vont même peut-être se structurer en sous-métiers. Le community management, il y a peut-être du community management plus développement, du community management plus effectivement ma petite communauté dans un coin. Enfin voilà, puis de la stratégie de community management. Je pense qu'on va arriver à des postes assez stratégiques dans ces secteurs-là. C'est vrai que de plus en plus, c'est ce qu'on a vu là, ce qu'on appelait du marketing hier et de la création, je les mets forcément donc bien séparés de chaque côté, se rejoignent de plus en plus, collaborent et plutôt dans le bon sens du terme, parce que avant on avait une vision négative du marketing qui justement s'immisce dans la création en voulant fabriquer des jeux vidéo comme on fabrique de la lessive. Et aujourd'hui, justement, l'intérêt, c'est qu'on voit que tous ces postes-là sont plus au service du joueur et à l'écoute du joueur pour faire remonter de l'info. Et écouter, enfin, je pense que ça fait partie c'est vraiment intéressant. Ouais, vas-y. Ouais, non, mais moi, c'est vrai que, enfin, je ne ressens pas du tout de problème, quoi, vis-à-vis de mon job, parce que si j'ai une information à faire remonter, je la transmets et je me sens écoutée. Donc, je sais que tout peut pas être fait dans la seconde, mais voilà, c'est vraiment des postes centraux. Ça devient de plus en plus, oui, c'est clair, sur l'aspect création. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions du public ? C'est bon. D'accord, les questions du public. Oula. En tant que testeur QA, tu as plus un profil programmation ou infographie à la base ? Honnêtement, aucun des deux. Ouais, je suis plutôt vraiment axé game designer. Je suis un graphiste assez moyen, on va dire, et programmeur, non, pas du tout, honnêtement. Et en tant que testeur, il n'y a vraiment pas à se soucier de ça, en tout cas chez Focus, parce que si vous préférez, chez Focus, on a vraiment des profils très différents. Ça nous est arrivé d'avoir un testeur qui a fait par exemple biologie, donc tant qu'il y a la passion du jeu, tant qu'il y a vraiment cette vision de test, en fait, il n'y a vraiment pas de problème. Et du coup, ma question s'adresse à vous aussi. Pour trouver ce boulot de testeur, c'était comment est-ce que vous avez trouvé ? C'était une offre, une connaissance Pour être tout à fait honnête, j'ai juste jeté un coup d'œil surtout sur la VJV. Et bien sûr. Et du coup, un très bon site sur lequel il y a plein d'offres d'emploi. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, si vous préférez, j'ai juste postulé sur ce qui me paraissait intéressant, donc à savoir testeur. Je me suis dit que ce serait très intéressant de commencer par ça justement. Et après, au sein de la société, il y avait quelqu'un qui était dans mon école et qui me connaissait entre guillemets de vue. Donc après, j'ai pu peut-être grâce à cela obtenir en tout cas un petit entretien, piston. Oui, voilà, un petit piston, voilà, c'est ça. Je voulais pas te dire, mais bon, c'est un peu ça. Un coup de pouce. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai passé l'entretien, ça s'est très bien passé. En général, les gens du jeu vidéo sont très cool, donc il y a vraiment pas de problème. Ouais. Il y a vraiment pas de problème pour ceux qui trouvent du boulot. Je pense qu'il y en a plein qui cherchent et qui trouvent pas forcément.
Des questions? Oui, bonjour. Je me demandais, est-ce que les nouvelles politiques concernant les bêtas ouvertes et autres mettent à mal le métier de testeur, en fait, aujourd'hui? Je vais répondre parce que j'en organise des bêtas, mais je pense pas que ça mette à mal parce que voilà, le testeur, il fait en fait ce qu'il teste. C'est souvent même avant qu'il y ait la bêta qui va être ouverte auprès des joueurs. Donc nous, c'est quand même une fois qu'on sait que le jeu tourne à peu près, qu'il y a des choses à montrer et des choses à tester, à découvrir pour les joueurs, qu'on peut se dire bon ben voilà, on organise une bêta ouverte avec tant de personnes qui auront accès à telle map, tel truc. Donc je pense pas que ça mette à mal leur métier parce que voilà, eux ils font tout ce qu'il y a besoin au niveau de la production pure du jeu et après c'est vraiment juste vérifier que par exemple les serveurs supportent une charge de tant de joueurs, qu'il y a pas de bug effectivement qu'on pourrait ne pas avoir vu, mais ça se complète en fait. C'est des choses qui se complètent, ouais. T'es d'accord? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, justement, en fait, finalement, on se complète vraiment parce que finalement, les testeurs, nous, en tout cas, on fait des tests en amont. Donc, comme elle disait, avant même que la bêta sorte. Donc, au final, oui, on a un point de vue et il y a aussi le point de vue ensuite des joueurs qui se complètent et voilà. Donc, a priori, non, il n'y a pas de souci, c'est ça. On risque pas de mourir. Oui, donc maintenant j'ai une question pour Madame la Community Manager. C'est est-ce que, je sais pas si vous avez fait les deux, mais est-ce que le community management ça change fondamentalement entre un free-to-play par exemple avec une grosse communauté et un jeu qui sort en boîte sur une console? C'est différent, c'est un peu différent. Moi, j'ai bossé pour les deux. J'ai bossé pour un MMO il y a quelques années. Donc là, ça demandait vraiment une présence presque constante parce que le jeu ne s'arrête pas et s'il y a un crash serveur à 2h du matin et qu'on reçoit un SMS, il faut que tout le monde se lève et mette un petit message sur le forum et partout, sur Facebook, sur Twitter, pour informer, pour dire que on est là, on va s'occuper de résoudre le problème, etc. Mais dans ces cas-là, quand même sur des jeux, sur des MMO ou des jeux plus importants, on n'est pas seul, on est plusieurs community managers. Alors que effectivement peut-être sur un jeu qui va sortir juste en boîte, qui va être une expérience simple, on va dire, c'est un RPG, on fait ses 20 heures de jeu et le jeu est terminé. Là on va vraiment travailler avant la sortie du jeu, un peu après la sortie, si jamais il y a du contenu en plus, des DLC, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'après le métier, nous on va passer sur un autre projet. Si on bosse sur un jeu qui est à expérience unique, voilà, on s'occupe de ce jeu-là, puis après on s'occupe d'un autre jeu. Alors que sur un MMO, faut être beaucoup plus présent et les communautés sont un peu plus difficiles. Moi j'aime les deux. J'ai vraiment aimé bosser pour des MMO. Parce que là, pour le coup, ça m'a appris beaucoup de choses et à prendre du recul. Parce que quand on est sur un jeu en boîte, en principe, il y a quelques joueurs qui vont venir sur un forum, qui vont venir sur Facebook, mais les joueurs sont moins virulents, on va dire, que sur un MMO s'il y a un souci ou quelque chose. Donc vraiment, quand je bossais pour des MMO, c'est on apprend à avoir du recul, à être patient, faut aimer lire, il faut essayer de faire attention à ce qu'on répond parce que sinon, là, il y a tout de suite, je sais pas, 15 000 personnes qui peuvent monter au créneau, alors que sur un jeu en boîte, c'est peut-être un peu plus facile de gérer des communautés. Donc voilà, les deux sont bien. Parce que les communautés sont moins importantes et moins investies aussi. Ouais, les communautés sont peut-être moins investies, sur un jeu console. S'il y a du multi, la communauté va être un peu plus investie. C'est pour ça qu'il y a du vécu sur le côté MMO. Ça n'a pas été facile tous les jours. Non, mais c'était bien. Il y avait des crises à gérer. Vous avez des questions ? Bonjour. Je voudrais poser une question à Camille Lisoire. Pour être un bon directeur marketing, est-ce qu'il est préférable d'être un gamer ou pas du tout ?
Je dirais qu'en tout cas, le fait d'aimer les jeux vidéo et d'avoir la passion des jeux vidéo et d'être gamer soi-même, c'est un point très important. Parce que le marketing dans le jeu vidéo, c'est assez particulier. C'est pas forcément le marketing classique comme on va t'apprendre dans les écoles de commerce, en tout cas comme moi on m'a appris. Après, ça évolue peut-être de nos jours, mais clairement, je dirais que c'est une qualité première d'être gamer. Ouais. Parce que en fait, être dans le marketing, ça demande d'abord de comprendre le produit et de le connaître. Et du coup, si on sait pas de quoi on parle, on peut pas vendre en fait le jeu. Est-ce que ça suffit d'être gamer ? Non, ça suffit pas évidemment. Après, non, ça suffit pas. Je pense qu'il faut une formation de marketing ou de communication. Voilà, après, il y a des grands principes à apprendre. Il y a aussi beaucoup d'expérience. Enfin, l'expérience est très importante. Moi, par exemple, j'ai commencé en tant que community manager avec Sandra dans cette fameuse boîte de mémo. Donc, en fait, comme le directeur marketing, il touche à plein de domaines. C'est vrai que c'est bien avant de se faire une petite expérience. J'ai également travaillé en agence où j'ai fait des relations presse, d'événementiel, enfin plein d'autres choses. C'est important de toucher à plein de choses avant et comme ça après on peut apprendre de toutes ces expériences et faire du marketing plus largement quoi. Mais en plus tu as fait des études de marketing ? Oui, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Donc en fait c'est le jeu vidéo est encore plus exigeant que les autres métiers puisqu'il demande d'avoir et le diplôme qui correspond et la passion du jeu vidéo. Je dirais que oui, peut-être que c'est un peu plus exigeant, comme dans tous les métiers de passion en fait. Il faut, en plus d'avoir la formation, il faut au quotidien être baigné dans la chose. Dans le jus du jeu vidéo. Voilà. D'accord. Ça marche. On va aller déjeuner ? Non, pas tout de suite ? Bonjour, donc je voulais savoir moi en termes de rémunération pour chacun de vos métiers, un peu ce que ça donnait, si c'est pas indiscret. Alors, combien gagnez-vous ? Alors, sans savoir combien gagne chacun, quels sont les niveaux de rémunération ? Et on va faire une question plus générale. Est-ce que le jeu vidéo paye autant que si vous étiez chez, je sais pas, Procter & Gamble ou je sais pas qui, chez Carrefour ? Déjà sur le marketing, alors community management chez Procter & Gamble. En plus, je suis sûr qu'il y en a du community management. Donc, alors le marketing, c'est un métier qui est réputé pour assez bien payé en général. Après, dans le jeu vidéo, je vous cache pas qu'il n'est pas si bien payé que ça, parce que en tout cas en France, il y a beaucoup de petits studios, de petites structures, donc qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un directeur marketing des milliers, des cents. Donc le jeu vidéo, je pense pas que ce soit un métier qui paye très bien, à part dans les grosses boîtes type Ubisoft. Enfin, j'en sais rien, j'y suis pas allé, mais c'est ce que j'imagine. Sur Ubisoft. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que, moi, si j'ai choisi ça, c'est par passion, pas parce que je voulais faire du marketing et que je savais que le marketing était bien payé, quoi. Après, oui, ça reste un des métiers les mieux rémunérés dans le jeu vidéo. Dans le studio. Oui. Chez Cyanide, c'est avec les programmeurs. Les programmeurs sont les mieux payés. Les programmeurs seniors, effectivement. Mais en général, c'est la denrée rare. Tout ce qui est commercial et programmation. D'accord. Donc commercial. J'ai l'impression que c'est ce qui paye marche. le mieux. Voilà. En tout cas chez Cyanide. Chez Cyanide, oui. Après, Cyanide, c'est pas forcément la référence. C'est un studio, donc. C'est une boîte de programmeurs aussi un peu. Oui, aussi, oui. Chez Honeyman, chef de produit, ça paye ? Alors, moi je suis en stage, donc... D'accord. Donc ça paye comme un stage. Après, ça paye correctement, disons. Les salaires sont à la hauteur des attentes. Des attentes de ce qu'on attend d'un chef produit. Voilà. Après, ça reste du jeu vidéo. Faut faire politique, faut pas faire chef de produit. C'est ça. Oui. Je t'écoute, et en même temps tu m'interpelles, donc vas-y, parle dans le micro. Il y a une étude sur la rémunération dans le jeu vidéo qui a été faite l'an dernier, en milieu d'année, qui est disponible à tout public sur le site du SNJV et de Capital Games, et peut-être même d'autres sur la FJV. Je pense d'ailleurs qu'il doit être disponible si on tape études rémunération par corps de métier, etc. Et tu as aussi des moyennes, et des médians et des variables en fonction des tailles d'entreprise à peu près.
Donc voilà, c'est une étude qui est disponible et qui est assez informative. Et elle dit que le marketing gagne plus que... Moi, il me semble en même temps que en gros, les métiers d'édition sont globalement mieux payés que les métiers de la création. Sauf effectivement dans le cas particulier des programmeurs, et surtout des programmeurs seniors, qui sont une denrée très rare. En fait, souvent les programmeurs, c'est des ingénieurs, donc par conséquent... Ouais, mais en même temps, les 3 quarts des gens dans le jeu vidéo aujourd'hui ont un bac plus 5, hein, la majorité, et sans être ingénieurs, ils ont un master, ils ont des diplômes équivalents. On continue le tour de table sur les rémunérations rapides. Est-ce que ça paye bien le community management? Est-ce que c'est payé à la ligne? Ah oui, si j'étais payée à la ligne. Non, moi personnellement, je suis satisfaite de mon salaire. Ça paye, je pense, moins que si j'étais dans un autre milieu que le jeu vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai choisi et que j'ai accepté parce que je travaillais dans quelque chose de complètement différent avant. Où je gagnais mieux ma vie, mais c'était pas pour moi, donc j'ai eu envie de changer et de venir dans le jeu vidéo. Donc voilà. Après, j'ai la chance d'être peut-être chez un éditeur, donc c'est peut-être un peu plus payé que dans un studio. Mais voilà, nous en tout cas, c'est pas un poste community manager qui est vu comme inférieur à un chef de produit ou quelqu'un du marketing ou je sais pas qui. Donc voilà, ça reste un poste important en tout cas chez Focus. Donc voilà, ça paye raisonnablement. En tout cas, ça paye suffisamment pour que tu aies eu envie d'aller travailler dans le jeu vidéo et en tout cas d'y rester. Ouais, exactement. Malgré les MMO. Malgré les MMO, non mais je suis prête à tout. Testeur, intéressant. Alors, est-ce que c'est un peu le bas de l'échelle sans c'est vrai qu'on a testeur, tendance, oui, voilà, c'est le démarrage. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, c'est pas les moins bien payés, honnêtement. Les moins bien payés, c'est généralement les ergonomes, il me semble. Donc ça va, on est un petit peu au-dessus. Un peu dur, ergonome c'est bac plus 5 hein, en général, mais bon. Et pourtant, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, si vous préférez, pour éviter de donner un chiffre vraiment pour le métier de testeur, il faut savoir que c'est en dessous quand même d'un game designer. Donc en général, les game designers, quand ils sortent d'une école, ils peuvent toucher 1500 en net, je crois. Ouais, je crois que c'est ça en net. Donc c'est juste un petit peu en dessous. Et ensuite, il faut savoir que oui, dans le métier de jeu vidéo, c'est pas non plus voilà archi bien payé dans le sens, faut pas s'attendre à toucher 6 000 € par mois. Mais il faut savoir que voilà, c'est un métier pour les passionnés et je pense que ça vaut le coup quand même de travailler dans le domaine, même si en contrepartie, on va dire, on touche pas 3 000 €. On est un peu moins bien payé, on commence un peu tard dans la matinée, plus tard que dans les autres métiers. Il y a une ambiance qui est plutôt sympa et avec une pression de la hiérarchie qui est moins importante. Bah, en tout cas, le cas de Focus, oui, c'est vraiment une très bonne boîte. Je sais pas pour la vendre, mais honnêtement, c'est un avis personnel. C'est vraiment on est vraiment bien, donc oui, c'est bien de travailler en tout cas en tant que testeur à Focus. Après, Cédric Lagarrigue est gentil. Pardon ? Cédric Lagarrigue est gentil. C'est le patron de Focus. Cédric est assez particulier, mais je le connais pas suffisamment, on va dire, pour. Mais bon, je suppose qu'il doit être quand même très cool. Très bien. Carole, un peu le mot de la fin, puis ensuite on donnera le mot de la fin de la fin. Sur les rémunérations. Sur les rémunérations d'une manière générale et comment est-ce que justement toi tu abordes ça avec les étudiants à l'IEM? On est dans une période, je pense, un petit peu particulière parce que globalement, on sait, c'est la crise, donc même des sociétés qui vont assez bien en profitent entre guillemets un petit peu, puisque moi ça m'est arrivé d'avoir des bac plus 5 à qui, en tant que chef de produit, on propose le SMIC. Donc ça c'est hard. Mais de l'autre côté, on a aussi là une proposition à 45 000 €. Voilà, donc il y a un petit peu tout. Enfin, je pense que les fourchettes sont intéressantes dans le référentiel, elles sont assez justes si vous les regardez, et que ce soit sur la prod ou les métiers du marketing, on a vraiment des écarts assez importants selon la politique managériale de l'entreprise et selon, bien sûr, sa santé financière. On est un petit peu dans une période là sur les petits studios, peut-être un petit peu tendue, mais on a aussi des studios qui rémunèrent très bien. Il y en a. Et après, le basculement sur l'étranger, alors là, par contre, là, les jeunes qui ont 2-3 ans d'expérience peuvent vraiment faire une
très très belle progression, assez rapide même, hein. Que ce soit dans le marketing ou dans la production, je pense, hein. Il y a 2-3 ans d'expérience avec 1 ou 2 titres un peu successful. Là, vous pouvez vraiment faire une belle progression. Mais les salaires d'embauche en général là sont pas super élevés, hein. Surtout faut être honnête. ouais. On va laisser le mot de la fin à Pierre ou à David, voilà. Et ensuite vous me repassez le micro, je finirai quand même moi-même. Merci Manuel. Rebonjour pour ceux qui ont déjà vu et bonjour à tous les autres. Je m'appelle David Téné, je suis éditeur du Guide du jeu vidéo, qui est un super ouvrage qui vient de sortir il y a quelques semaines et qui s'adresse aux professionnels et aux futurs professionnels. Et je vais laisser la parole à Pierre qui s'est occupé du contenu. Alors très rapidement, il y a quelque chose qui peut intéresser, je pense, pas mal de gens dans la salle. C'est une description de tous les métiers, donc ça va synthétiser tout ce que vous avez entendu ce matin, avec même d'autres métiers dont on n'a pas eu le temps de parler. Donc 36 métiers décrits de manière très synthétique et très claire, avec également des tableaux qui récapitulent toutes les formations, enfin plutôt tous les établissements, aussi bien écoles, donc privées, qu'universités, donc publiques, qui mènent à ces métiers. Donc pour ça, c'est vraiment pratique. Et puis par ailleurs, pour trouver un stage ou un premier emploi ou un nouvel emploi, on a un annuaire complet de toutes les sociétés françaises et tous les acteurs français, y compris les médias. Donc c'est vraiment pratique, et on a également un panorama du marché très détaillé qui donne un aperçu de toutes les tendances voilà, qui bouillonnent aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. Voilà. Merci. Et donc pour vous dire qu'il est disponible à la librairie de la Cité des Sciences et également sur Internet, et je voulais vous présenter le petit spot de télé qui sera sur Game One dans quelques semaines. Vous êtes lycéen, étudiant, professionnel, vous cherchez une formation, un stage, un job ou un premier emploi? Suivez le guide du jeu vidéo. Analyse, tendance, jeu de l'année, métier, annuaire des entreprises, écoles et universités, clair, accessible et pratique. Le guide du jeu vidéo, en vente sur internet et sur guidedujeuvidéo.com. Ça, c'est du marketing. Et de la promo. Ok, merci beaucoup à tous. Si vous aviez encore des questions, je vous invite à sauter sur les intervenants avant qu'ils ne s'enfuient. Et merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Et bon appétit.